Un cri. On a crié vers la digue. Le cri a été proféré et on l'a entendu dans l'espace tout entier, occupé ou vide. Il a lacéré la lumière obscure, la lenteur. Toujours bas le pas de l'homme qui marche. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas ralenti. Ce cri, cette marche, tout au long de l'œuvre de Marguerite Duras, ils seront prolongés, proférés, maintenus. Et leur persistance, leur répétition, leur répartition créeront cet espace où va se jouer, sous tant de formes et chaque fois ensorcelante, toujours la même passion. Écrire pour moi, c'est arriver avec la crise au bout de la crise, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'écris vite, pour que la crise ne me quitte pas. 14 romans, des nouvelles, plusieurs films, dont le scénario de Hiroshima, mon amour, réalisé par Alain Resnais, et Détruire, dit-elle, qu'elle a elle-même réalisé d'après l'une de ses œuvres, 9 pièces de théâtre. Mais surtout une œuvre, une vraie, où les ouvrages communiquent entre eux, se prolongent, se bousculent, où s'opèrent de l'un à l'autre des parcours, des reculs, une vie dramatique. On pourrait mettre en scène les livres de Marguerite Duras, comme s'ils avaient entre eux des relations affectives et même passionnelles, comme s'ils étaient capables de s'aimer, de se détruire, de se blesser ou de se libérer les uns les autres, tels ces personnages qui y respirent si bien. Ils se répondent en tout cas, et dans un espace, un langage qui appartienne à Marguerite Duras, un son et le silence. Le son d'un certain silence qu'elle sait faire écouter, entendre. Le bal tremblait, au loin, ancien. Seule épave d'un océan maintenant tranquille, dans la pluie, à Estala. Tatiana, plus tard, quand je le lui ai dit, a partagé mon avis. Ainsi, c'était pour cela qu'elle se promenait, pour mieux penser au bal. Le bal reprend un peu de vie, frémit, s'accroche à Lol. Elle le réchauffe, le protège, le nourrit. Il grandit, sort de ses plis, s'étire. Un jour, il est prêt. Elle y entre. Elle y entre chaque jour. La lumière des après-midi de cet été-là, Lol ne la voit pas. Elle pénètre dans la lumière artificielle, prestigieuse, du bal de Tay Beach. Et dans cette enceinte largement ouverte à son seul regard, elle recommence le passé, elle l'ordonne. Sa véritable demeure, elle la range. Une vicieuse, dit Tatiana. Elle devait toujours penser à la même chose. Je pense comme Tatiana. Je connais Lolvestein de la seule façon que je puisse, d'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivé à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de Tay Beach, c'est la fin qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive, avec une brutalité inouïe, et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter, pour toujours, toujours. Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante rapidité, à l'étaler, à engrillager les secondes dans une immobilité d'une extrême fragilité, mais qui pour elle est d'une grâce infinie. Elle se promène encore. Elle voit de plus en plus précisément, clairement,
ce qu'elle veut voir. Ce qu'elle rebâtit, c'est la fin du monde. Elle se voit, et c'est là sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours, au centre d'une triangulation dont l'aurore et eux deux sont les termes éternels. Elle vient d'apercevoir cette aurore, alors qu'eux ne l'ont pas encore remarquée. Elle sait, eux pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir, et cela recommence. Et cela recommence, les fenêtres fermées, scellées, le bal muré dans sa lumière nocturne, les aurait contenus tous les trois et eux seuls. Lol en est sûr. Ensemble, ils auraient été sauvés de la venue d'un autre jour, d'un autre au moins. Que se serait-il passé? Lol ne va pas loin dans l'inconnu sur lequel s'ouvre cet instant. Elle ne dispose d'aucun souvenir, même imaginaire. Elle n'a aucune idée sur cet inconnu. Mais ce qu'elle croit, c'est qu'elle devait y pénétrer, que c'était ce qu'il lui fallait faire, que ça aurait été pour toujours, pour sa tête et pour son corps, leur plus grande douleur et leur plus grande joie confondues jusque dans leur définition devenue unique mais innommable faute d'un mot. J'aime à croire, comme je l'aime, que si Lol est silencieuse dans la vie, c'est qu'elle a cru, l'espace d'un éclair, que ce mot pouvait exister. Faute de son existence, elle se tait. Ça aurait été un mot absence, un mot trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire, mais on aurait pu le faire résonner. Immense, sans fin, un gong vide. Il aurait retenu ceux qui voulaient partir, il les aurait convaincus de l'impossible, il les aurait assourdis à tout autre vocable que lui-même. En une fois, il les aurait nommés, eux, l'avenir et l'instant. À travers ce bal, à travers ce mot absent, à travers ce livre charnière qu'est le ravissement de Lol Weihstein, se coule l'œuvre de Marguerite Duras. Les thèmes de ces livres précédents, surtout à partir de Moderato Cantabile, sont repris, comme dans une cantate où la voix de Lol perdurerait au plus loin, au plus creux, au plus profond des autres, pour ne plus se perdre et pour se retrouver dans les pages, dans les volumes qui vont suivre. Pour employer une expression du nouveau roman, elle est circulaire, peut-être. Elle revient. Elle revient, mais en tout cas, il est un fait que je ne peux plus m'en débarrasser. Oui, elle n'est pas morte du tout. Non, elle palpite. Non. Elle est là, oui. À chaque livre, elle revient. Elle est revenue dans Détruire, elle revient dans Abban Sabana David, elle revient dans l'amour elle est là. De l'amour supprimé de Lol Weihstein naîtront les espaces qui mèneront au livre le plus récent de Marguerite Duras, L'amour, et à ceux qui l'ont précédé, Le vice-consul, L'amante anglaise et Détruire, dit-elle, et puis Abban Sabana David. Ils naîtront de ce bal où Michael Richardson, s'éprenant avec violence et soudain de la dernière venue, Anne-Marie Streeter la suit, abandonnant Lol Weihstein, sa fiancée. Lol, déjà stupéfaite et prête au ravissement. Lol fascinée par le départ du couple et qui va pouvoir s'adonner à travers ce départ, cet abandon, à son activité même, à l'exploration, la réclamation, la persistance obtenue de son désastre. Lol avide, non pas comme le croient les autres de retenir l'infidèle, c'est un mot qu'elle ne comprendrait pas, mais de capter les futurs amants, de vivre leur amour, d'être cet amour, de l'investir et d'investir à jamais l'instant de leur rencontre. Cet instant si vaste qu'elle va le parcourir à l'infini, et qu'en son ampleur se rencontreront tous les thèmes de Marguerite Duras. Le cri, la médiation, la folie, la destruction, l'amour.
Un instant magique, au pouvoir fascinant, dans la violence, l'éblouissement, l'intensité de la répétition. Les 10 années qui suivront ce bal, Loll les passera mariée à un autre et mère attentive de 3 fillettes. Des années d'ordre, de léthargie, d'oubli apparent, car elle les aura vécues sans doute dans le cinéma de Lollweistein, dans l'extase de sa défaite. 10 ans, et puis ce sera le cycle retrouvé, le retour acharné à l'obsession originaire, à la trinité manquée du bal. Et Loll accomplira, à travers Tatiana, son amie d'enfance retrouvée et l'amant de celle-ci, Jacques Hold, ce même événement hors de sa litanie. Elle parcourra Estalla, cette ville qu'elle habite en bordure de la mer, à la recherche du couple dont elle guettera les ébats avec la complicité de l'homme. Elle se fera aimer enfin par lui, en tant que Tatiana, dans les lieux mêmes où Tatiana s'est fait aimer. Extasiée sous Jacques Hold, au point d'être indifférente, obstinément indifférente, inapte au triomphe comme à l'échec. Elle est dans le ravissement. Lorsqu'elle est dans le champ de seigle et qu'elle regarde l'amour se faire dans l'hôtel, et elle est ravie à elle-même par le spectacle des autres. Elle a été ravie, elle a été rapt en anglais. Elle a été ravie à elle-même et elle est ravie d'être ravie. Et c'est toujours à travers les autres. Oui. Et c'est une nécessité dans vos livres, que ce soit à travers les autres. C'est là que j'ai commencé à considérer l'autre comme faisant partie intégrante de soi. C'est-à-dire que l'infirmité, si on peut dire, de Lollweistein, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre elle et l'autre. Elle est l'autre aussi. Elle est dans la chambre où se fait l'amour. Elle est l'autre couple. C'est Oui. un couple qu'elle aime. C'est l'amour, l'amour en son entier. C'est ça, oui. Pas... C'est le couple. Oui. Et quand elle sombre dans la folie définitive, lorsqu'elle vit l'amour en son nom, à la fin du livre, lorsqu'elle va à l'hôtel avec cet homme, qui n'est personne d'ailleurs, qui correspond à un choix tout à fait banal et fonctionnel, quoi. D'en détruire, l'étanchéité est possible. Elle existe chez lui, Stein, et Alissa. Et Alissa. Oui, Et c'est ce qu'ils veulent provoquer chez les autres. Il y a c'est ça. une permission, des interdits qui sont abolis, là. Mais ils ne font rien pour cela, n'est-ce pas? Simplement, ils posent des questions. Alissa n'intervient jamais directement. Elle pose des questions à Elisabeth Allione, uniquement. C'est vrai. C'est une sorte de maïeutique. Et c'est par les ouvertures, les brèches, les trous, pour revenir au mot de Lollweistein, qui sont opérés dans Elisabeth Allione, qu'Elisabeth Allione vient. Se déblaye, si vous voulez. Oui. On pourrait presque parler en termes de terrassement du travail d'Alissa sur Elisabeth. Et par cette brèche, on arrive à l'amour. Oui, nécessairement, il me semble. Je ne vois pas d'autre chemin vers l'amour. Ce rapport insolite aux autres, Anne-Marie Desbarèdes le vivait déjà dans Moderato Cantabile, lorsque, dans un café de banlieue, elle tentait, avec un homme à peine rencontré, mais déjà complice, de cerner par les mots, de reconstituer, de mimer, d'égaler, de surprendre, de connaître l'amour, le rituel d'un couple dont l'homme la veille avait poignardé la femme dans ce même bistrot. À la même distance peut-être, Maria, dans 10h30 du soir en été, suivra avec ferveur, au cours d'un voyage en Espagne, le progrès d'une passion, celle de son mari et de Claire, une amie. Tandis que dans la même nuit, dans les mêmes journées chaudes, se cachera Rodrigo meurtrier de sa femme et qu'elle guettera aussi. Et dans l'après-midi de M. Andesmas, ce vieillard corpulent, assis sur une terrasse surplombant la mer, apprend l'idylle de sa fille, Valérie, qu'il aime tant, avec Michel Arc,
dont la femme raconte, douloureuse un peu, mais émerveillée, l'aventure naissante. Mais, à partir de l'Olvestein, le passage aux autres sera devenu possible. Des interdits seront tombés, à travers la folie peut-être. Quel est le rôle de la folie dans justement la destruction? Est-ce que c'est elle qui a permis la destruction, qui a permis l'amour? Oui, sans doute, oui, parce que la folie, à proprement parler, c'est quand même la fin d'un préjugé. C'est une ouverture, enfin. Vous ne la qualifiez plus. Elle n'est ni bête ni intelligente, la folie. Elle invente. Elle est comme l'enfance. Mais la folie arrive avec quel livre? Avec Moderato Cantabile? Je pense qu'il y a la Oui. menace de la folie dans Moderato Cantabile. Mais je pense que la mère du barrage était déjà folle, non? Il y a quand même des traces avant, dans la première partie de mon travail. Oui. Il y a toujours la possibilité de la folie. Oui. Et l'absence de barrière peut-être entre... Elle n'est pas nommée, elle est moins clinique, si vous voulez, dans Oui. les premiers livres. Mais la bonne à tout faire du square, qui est en proie à une sorte de folie politique. Il y a déjà une folle, non? Je crois. La femme du marin de Gibraltar, peut-être aussi. Au fond, on la trouve assez loin, la folie. Enfin, peut-être que je me trompe. Mais c'est maintenant que vous m'en parlez qu'il me semble que déjà, il y a des traces de ça dans les premiers livres. Il n'y a pas de limite entre la folie et la non-folie de certains personnages. Ils sont toujours capables d'être fous, en tout cas. Il y en a, hélas, qui ne le sont pas dans la vie, mais... Dans la vie. Dans les livres, oui, je crois que tout le monde peut être fou. Tout le monde peut être fou. Oui. Dans l'amour, tout le monde est fou. Enfin, Oui. Dans détruire, pas tout le monde. on dit d'Alissa, vous ne m'avez pas dit qu'elle était folle. Oui, on le dit dans le Et- bonheur, oui, c'est ça. La femme de l'amour est un compromis entre Alissa et L'Olvestein. l'Olvestein, oui. L'Olvestein qui vit entièrement dans sa folie. L'Olvestein entièrement, oui. Alissa aussi, dès qu'elle a passé le périmètre de l'hôtel. Oui. C'est la forêt où elle la menace, l'endroit où... Dangereux, l'endroit dangereux, oui, L'endroit c'est la dangereux. forêt. Oui. Oui, et dans l'amour, c'est la plage. C'est toujours un espace, C'est toujours un espace. oui, qu'on peut parcourir, en tout cas, physiquement parcourir. Avec détruire, dit-elle, les trajets se libèrent, un espace, ce monde du désir où certains déjà peuvent libres circuler. Dans un hôtel étrange et ordinaire, espace, périmètre, a dit Marguerite Duras, Stein, Alissa, lui libre, elle folle, entraîneront Max Thor, le mari d'Alissa. Ils tenteront la frémissante et rigide Elisabeth Allione et même, peut-être, un instant, son mari. Mais surtout, ils détraqueront les habitudes, les relations les plus simples et même la géographie des lieux, les allées et venues, le sens des livres, les plus banals propos, le sommeil, les repas, l'amour, le langage. Tout sera dangereux, menacé de simplicité, d'innocence, enfin. C'est une autre vie qui s'annonce, où Stein pourra enseigner la théorie de Rosenfeld, un enfant de 8 ans, mort, et qu'Alissa au bord de la mer a connu, autrefois. Cela commence dans cet hôtel. C'est vrai que cet hôtel est agréable. À cause de ce parc, surtout. Elle écoute. Où est le tennis? En bas. Il touche presque l'hôtel. Alissa s'immobilise. Il y a la forêt. Elle la regarde, ne regarde que la forêt tout à coup. Oui, Elle est dangereuse. oui. Comment le sais-tu? Je la regarde.
Je la vois. Elle réfléchit, les yeux toujours au-delà du parc, vers la forêt. Pourquoi est-elle dangereuse? Comme toi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils en ont peur. Elle s'adosse à sa chaise, le regarde. Le regarde. Je n'ai plus faim. La voix a changé tout à coup. Elle s'est assourdie. Je suis profondément heureux que tu sois là. Elle se retourne. Son regard revient, lentement. Détruire. Dit-elle. Il lui sourit. Oui. Le mot a coulé, doux, plein, irrévocable, des lèvres d'Alissa, détruire. Et la promesse est là, irrémédiable, et suivie d'un mot, oui, l'acceptation, enfin. La destruction, est-ce que c'est l'abolition pour vous? C'est l'abolition des barrières qui empêche, qui crée l'étanchéité entre l'autre et vous. N'est-ce pas? Ainsi, détruire, c'est la violence peut-être, mais la destruction de la violence aussi, la suppression des voies de la violence, des répressions invisibles, inaudibles, des interdits qui, mieux que les persécutions plus manifestes, maintiennent un ordre, souvent criminel et presque toujours mutilant. C'est ce règne que la parole de Marguerite Duras menace, ce règne en sa permanence même. La destruction, la violence chez elle sont dans la persistance, l'obstination, comme chez l'Olvestein, et dans l'intransigeance et le don, c'est dire dans le danger. Elles sont une réponse non accidentelle à des contraintes opiniâtres, une réponse continue, persistante à la durée même de l'oppression. Il n'est guère besoin de sang pour opprimer. Les codes, les mots le plus souvent suffisent. Il faut contre cela des écrivains tels Marguerite Duras pour rendre l'espace, le langage du monde à ses habitants, s'il le faut par le cri. Et le cri qui a lieu dans tous vos livres, soit au début, soit soudain quand il ne peut plus pas ne pas y avoir de cri. Est-ce que c'est dans ce cri qu'a lieu le langage de la folie et qu'est la liberté? Oui. Oui, c'est l'impuissance à dire, enfin. On crie parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus... bon, ben ça, tout le monde le sait, pourquoi on n'en peut plus. C'est vraiment, oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Non. Il y a eu ce cri dans le vice-consul, le cri de Jean-Marc de H., vice-consul de France à Lahore, aux Indes, et qui tirait la nuit sur les chiens et les lépreux dans les jardins de Chalimar, et qui criait de son balcon des mots sans suite ou rien. Le vice-consul, lucide et fou, qui ne supporte pas, lui non plus. Une personne songe. Il a vu quoi à Lahore qu'il n'aurait pas vu ailleurs déjà? Le nombre? La poussière sur la lèpre? Les jardins de Chalimar? Avant Lahore, il attendait de voir la propension de Lahore à durer, pour durer à son tour dans l'idée de détruire Lahore. C'est sûr. Car, autrement, il aurait pu mourir, lui, en connaissant Lahore. Mais après détruire, dit-elle, on n'évite plus l'intolérable. On n'évite plus les endroits dangereux. Lahore, la plage, la forêt, les autres.
Déjà, le vice-consul affirmait croire que tout le monde a raison, profondément, complètement raison. Détruire, dit-elle, avait accentué, effectué ce passage téméraire des uns aux autres, cette permission, cet oubli de la contradiction. Dans Aban Sabana David, Arabes et Juifs confondus, s'obstinent à sauver ensemble un de leurs camarades combattants. C'est un livre dur, à la tendresse profonde, où la forêt, bientôt pénétrée, pénètre d'abord la maison du Juif, la tête de David, où l'écho des voix de tous les paumés de la terre s'entend, même à travers le cri des chiens. À travers eux passe encore la même réclamation, celle déjà de l'Olvestein, celle d'une certaine parole et d'un certain silence, et qui serait non plus véhicule d'une action, mais acte, enfin. Quelle forêt? Demande Aban. Des larmes coulent des yeux de Sabana. Elle cherche. La forêt. Tu ne sais pas ce qu'il y a après ici. Où est la forêt? Elle cherche. Où, je ne sais pas. On en parle? La forêt sauvage. Dit le Juif. Oui. Elle attend. Où est-elle? Dans les caves de Stadt. Elle ne pleure plus. Elle regarde de nouveau les Juifs. Son regard est redevenu bleu. Sombre. Bleu. La forêt est dans la tête de David aussi. Elle examine ce sommeil. Dans la tête de David. Ils se taisent. Tu es dans la forêt. Tu es dans la tête de David. Loin. Tu vois quelque chose. Elle cherche longtemps. Je ne vois pas un autre David. Je vois le Juif. Les Juifs aussi sont dans la forêt. Un sanglot revient, bref, étouffé tout aussitôt. Ils le savent. Tandis que David... Tu le sais pour David. Elle se tait. Longtemps, elle regarde les murs nus de la maison du Juif. Elle dit: La forêt est dans la maison du Juif. Oui. Dans le corps du Juif, dans ses chiens. Le regard de Sabana s'absente. Dans Prague. Dans la plaine des morts. Oui, de cette façon. Prague est aussi à Stadt. Et la plaine des morts dans la maison du Juif. Oui. Dans une forêt communicante. Dans la forêt. Ils se taisent. Séparés. Elle écoute les bruits de Stadt. Tout est calme. Elle écoute encore. Cette fois les yeux fermés. Tu as dit quelque chose? Demande-t-elle au Juif. Non? J'ai entendu, on parle. Il ne lui répond pas. Elle s'adresse à Aban. On dit trahison. Trahison des Juifs. Rien. On ne dit rien. Personne ne parle. Les chiens de la plaine crient en désordre d'un seul coup. Dans les cris des chiens, j'entends qu'on parle. Les chiens cessent de crier. Ils se taisent. Écoute, personne ne parle, personne ne crie. Aban Sabana David n'est pas un livre de crise, c'est une construction politique c'est moins évidemment une crise que détruire et que Olvestein, Oui. et que l'amour. Il y a un espace pourtant dans
Abban Sabana David, qui me semble ne pas être tellement différent de l'espace de détruire et de l'amour. Il me semble qu'à partir de détruire, l'espace est différent et que l'écriture est vécue différemment. Oui, l'espace est le même, c'est vrai. La durée est la même. La durée est la même. Seulement, la parole de Abban Sabana David voudrait être une parole logique, constructive, non militante, militante du non-militantisme. Oui. Donc une parole organisée. C'est-à-dire que la parole de détruire et de l'amour n'est pas du tout organisée. Elle me traverse comme l'espace lui-même, n'est-ce pas? Mais j'ai mis 4 fois ou 5 fois plus de temps à écrire Abban Sabana David que détruire ou que l'amour. Abban Sabana David n'était possible qu'après détruire. Oui, c'est un livre de absolument. conciliation. C'est une sorte de mise au point politique, mais au sens presque religieux du terme, si vous voulez. J'aime que vous joigniez le mot politique et religieux parce qu'il me semble que dans votre travail, il y a une communication profonde entre ces deux termes. L'expression n'est pas de moi, ce sont des étudiants qui un jour m'ont dit ça. Tu as le sens religieux du communisme. Et je n'ai pas dit non. Je crois que vous abolissez des barrières, que c'est une partie de cette destruction, l'abolition de certaines barrières, par exemple de la barrière entre politique et religieux, et que c'est très important, que vous permettez ça. J'espère, enfin un peu, oui. En tant que l'expérience politique doit être une expérience intérieure. Oui. Elle est forcément d'ordre Et donc religieux. Elle communique avec l'amour. Ah, complètement. Je suis complètement exempte de toute croyance en Dieu. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas le sens religieux de la réalité. C'est du réel. Vous voyez? De l'homme peut-être, mais plutôt de son malheur, ou de son devenir. Je crois que l'homme est très très malheureux, horriblement. Horriblement malheureux. Et c'est une pensée qui ne me quitte jamais. Je crois que l'homme n'a jamais été aussi malheureux dans l'histoire du monde. Je vais faire bondir des gens, mais je crois pas. Et enfin, tant pis, je veux dire. Je crois qu'il n'a jamais été aussi mal dans sa peau, aussi seul. Jamais. Enfin, là, on aborde une autre terre. Le malheur des hommes, l'extase du refus, la cruauté du oui s'absorbent dans l'amour, la triangulation. Dans l'amour, le voyageur va de la femme à l'absolue folie. Il parcourt ce trajet constamment. Il ferme le triangle. Mais à la fin du livre, à la fin, quand l'incendie a lieu, ils sont ensemble tous les trois sur la plage et ils ne font qu'une seule personne. Et un lieu. Et un seul lieu. Oui. Il y a la communication et... Elle est faite, oui. je crois, autant qu'elle puisse se faire, si elle est possible. Ah oui, ils sont là, c'est là. Organiquement, n'est-ce pas? Et le ciment, c'est le feu. Mais dans l'amour, j'ai suivi les mouvements de la mer, c'est comme une respiration marine, vous voyez? La mer se retire, les mouettes viennent, c'est un seul mouvement. Et ils arrivent, et ils repartent avec la mer. J'ai voulu faire, je pense, je ne peux pas juger du résultat, très bien, mais faire un livre complètement physique, organique. J'emploie le mot traverser, il me semble, hein, souvent. Les mouettes traversent, comme les personnages traversent le périmètre. Et comme moi, je crois que je traverse l'endroit. De la même façon que l'écrivain de l'amour traverse cet espace qu'il écrit et ces personnes. Si vous voulez, tout ce que je peux dire, c'est une parole limite quant à l'amour. Je ne peux pas dire plus. Quand je dis je traverse, c'est-à-dire que j'ai été traversée moi-même.
peut rendre compte que de ça, que de ce mouvement qui m'est arrivé. D'habitude, je vais dans des endroits nouveaux, mais là, il semblerait que c'est détruire l'Olvestein et même Aban qui ont été cet endroit-là. C'est peut-être confus ce que je dis, c'est très difficile d'en parler. Comme si j'étais partie, au lieu d'un espace concret, j'étais partie de mes livres même, vous voyez. Comme si je n'avais jamais fini l'Olvestein, ni jamais fini détruire, ni jamais fini Aban Samana David, et qu'il fallait que je les termine. L'amour, c'est un livre de très grande clarté, ce qui aboutit d'ailleurs à l'intensité de la lumière. Mais j'ai toujours trouvé la lumière le soleil plus effrayant que la nuit. La lumière. Plus tragique. L'ignorance, c'est la clarté ou l'obscurité? C'est la clarté qu'on ne peut plus transgresser. Il y a des endroits très clairs, très lumineux, où certaines paroles sont dites, et où je ne sais plus du tout le sens des paroles dites, et où je sens que je ne peux pas aller plus loin. La chose est dite avec une sorte de caractère définitif, sans que le sens des paroles dites soit très, très clair. C'est ce que j'appelle écrire dangereusement et explorer des régions dangereuses. C'est encore dans le dépouillement de l'Olvestein, dans ce geste, Marguerite Duras l'a dit tout à l'heure, circulaire, qu'à force de suppression, l'œuvre atteint la blancheur, l'absence, le commencement. Deux hommes, une femme, errent dans Estala, en proie à la mer, aux mouettes, à l'espace. Lourd d'un passé qui semble s'abolir, face à l'opacité de la lumière, à sa transparence, aux voix qui de toutes parts réclament, rappellent. La plage. La nuit. Le voyageur s'est allongé sur le sable. Elle est allongée près de lui. Ils se taisent. Ils attendent. Le silence de Estala est sonore cette nuit. Il crie. Il craque. Ils l'écoutent. Ils suivent ses modulations les plus secrètes. Elle dit: On parle là, à côté. Des voix dans les sables, près. Il dit: Des amants. Ils entendent les plaintes amoureuses, les gémissements atroces du plaisir. Elle dit: Je ne vois plus rien. Au loin, la première fumée noire. Il dit: Je vois. La première fumée noire s'élève dans le ciel clair de Estala. Elle a un geste ouvert d'une tendresse désespérée. Elle dit, elle murmure: Estala. Mon Estala. Elle se tourne vers lui, se cache le visage. Il place sa tête dans le creux de son bras, contre son cœur. Elle reste là. Les premières sirènes traversent Estala. Elle ne les entend pas. Le feu grandit, il s'étend. À travers la fumée noire jaillissent les premières flammes. Le ciel rougit. À toute volée, toutes les sirènes de Estala lancées. Elle se relève. Elle le voit, lui. Elle entend les sirènes. Elle voit le ciel rouge. Elle ne sait pas où elle se trouve. Il dit:
Il faisait chaud dans la chambre. Nous sommes descendus sur la plage. Elle se souvient. Elle referme les yeux. C'est vrai. Elle retourne dans le creux de son bras, contre son cœur. Quelqu'un sort de l'épaisseur du feu et traverse la plage. Derrière lui, Estala brûle. Il revient, il vient, il est là. Il s'assied à quelques mètres d'eux. Il regarde le ciel, la mer. Dans tout Estala, lâché, les sirènes de l'épouvante. Il regarde le ciel, la mer, puis celle qui dort dans les bras du voyageur. On entend. Elle dort. Le voyageur se penche sur le visage endormi. Il dit. Ses yeux s'ouvrent, on dirait. On entend. Alors le jour vient. La surface de la mer s'éclaire de rose. Au-dessus, le ciel se décolore. On entend. Le jour ouvre ses yeux. Vous ne le saviez pas? Non. Le voyageur regarde. Les yeux, en effet, s'ouvrent de plus en plus. Les paupières se séparent. Et dans un mouvement indiscernable, tant il est lent, tout entier, le corps suit les yeux. Il se tourne, il se place dans la direction de la lumière naissante. Reste ainsi, face à la lumière. Le voyageur demande. Elle voit. On entend. Rien. Elle ne voit rien. Dans la nuit de Estala, les sirènes tournent, la mer grandit, elle se décolore comme le ciel. On entend. Elle va rester ainsi jusqu'à l'apparition de la lumière. Ils se taisent. La lumière augmente de façon indiscernable tant son mouvement est lent. De même la séparation des sables et des eaux. La lumière monte, ouvre, montre l'espace qui grandit. L'incendie, à son tour, se décolore comme le ciel, la mer. Le voyageur demande. Qu'arrivera-t-il lorsque la lumière sera là? On entend. Pendant un instant, elle sera aveuglée. Puis elle recommencera à me voir, à distinguer le sable de la mer, puis la mer de la lumière, puis son corps de mon corps. Après, elle séparera le froid de la nuit et elle me le donnera. Après seulement, elle entendra le bruit, vous savez, de Dieu. Ce truc. Ils se taisent. Ils surveillent la progression de l'aurore extérieure. L'amour. Marguerite Duras.